Okay. Thank you everyone for... Alors merci à tout le monde d'être venu à cette conférence et merci aux organisateurs pour leur invitation parce que je suis à Montréal et je suis désolée que cette visite sera très courte parce que je ne suis jamais venue ici avant. Je vais parler des carcinoïdes pulmonaires avec le docteur Carcinoa de Montréal également. La gestion traditionnelle de patients avec un carcinoïde pulmonaire a été premièrement un diagnostic très tardif et ensuite quelques années de radiographie du thorax et ensuite on sort à la maison. Aujourd'hui, on en connaît beaucoup plus au sujet de ces tumeurs, alors la gestion de la maladie a changé quelque peu. Est-ce que je pourrais avoir la prochaine acétate? Voici une photo, une vue bronchoscopique d'une carcinoïde pulmonaire dans les bronches. Alors, les carcinoïdes pulmonaires ont traditionnellement été définis par carcinoïdes typiques et carcinoïdes atypiques avec la grosseur des cellules pulmonaires. Alors, la définition typique ont varié. La première définition était basée sur les effets histologiques et ça date de 1972 de Argoni. La définition de l'Organisme mondial de la santé est basée par M. Travers de 1988 où les atypiques devraient avoir moins de 2 mitoses par 2 mm² et les nécroses ne sont pas permis. Alors que des carcinoïdes atypiques, c'est de 2 à 10 mitoses et la possible présence de nécrose. Alors voici une photo également d'un carcinoïde pulmonaire typique et vous pouvez voir le patron donc de croissance. Alors, voici une tumeur qui n'est pas commune, bien que l'incidence est en train d'augmenter. Elle est d'environ 0,7 par 10 au pouvoir de 5. C'est présent dans tous les groupes des âges, même les enfants. Par contre, la majorité des gens qui en sont affectés ont plus de 50 ans. Les femmes sont légèrement plus affectées que les hommes. L'étiologie de cette maladie n'est pas connue. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de relation prouvée au fait de fumer. Mais l'incidence a augmenté chez beaucoup de patients. Et ces patients peuvent avoir toutes sortes d'autres maladies également qui sont relationnées. La pathologie. Ces tumeurs sont cytokératines et elles sont épithéliales dans leur origine. On utilise donc pour différencier entre les différentes tumeurs, on prend une biopsie lorsqu'on suspecte que la tumeur pulmonaire est en forme de métastase. Bien que les carcinoïdes pulmonaires vont peut-être tester positif pour la sérotonine, normalement c'est beaucoup moins intense que dans l'intestin grêle. Le Ki-67 ou le MIB1 devrait toujours être fait dans ce genre de tumeur. Le taux de prolifération est très important et a un impact définitif sur le genre de traitement que l'on va donner aux patients avec des métastases. Également, je recommande le CD44 qui est une molécule d'adhésion et qui a des implications de prognostic chez les patients avec aucune métastase connue. Et j'y reviendrai. Voici un carcinoïde pulmonaire métastase typique. Alors, les métastases carcinoïdes pulmonaires typiques sont de 5 à 20% et les atypiques sont beaucoup plus élevés, même plus de 70% d'après Ardomi. Et les endroits les plus communs où l'on retrouve sont bien sûr les ganglions, mais également il peut y avoir des métastases au foie, aux os, au cerveau, à la peau, les glandes mammaires ou même les yeux.
Beaucoup de ces patients sont asymptomatiques. Et c'est détecté des fois de manière aléatoire pour des radiographies de la poitrine, comme lorsqu'on est en train d'essayer de voir quelle autre maladie est présente. Les symptômes communs, la toux, une hémoptyse, la dyspnée, une respiration sifflante, des pneumonies récurrentes et des infiltrations dans les radiographies ou bien des tomodensitométries, mais également des douleurs au niveau de la poitrine sont très communs. Et vous pouvez voir que beaucoup de symptômes peuvent être mal interprétés. C'est la raison pour laquelle le diagnostic souvent on ne le voit pas pendant plusieurs années. Souvent ils sont diagnostiqués comme étant des patients souffrant d'asthme. Ils reçoivent des traitements contre l'asthme pendant plusieurs années. Pour les pneumonies, on leur donne des antibiotiques, on les renvoie à la maison, ils vont mieux, puis ensuite ils ont un nouveau cas de pneumonie, on leur donne à nouveau des antibiotiques. On devrait être conscient du fait que les patients avec des pneumonies récurrentes, spécialement lorsqu'ils ont des infiltrations, ils ont peut-être des carcinoïdes pulmonaires. Et les pré-symptômes ne sont pas communs. Chez les Asiatiques et les gens du Moyen-Orient, ils ne sont présents que dans un petit pourcentage de personnes. Alors, dans les symptômes endocrines, il y a le syndrome Cushing à cause de la production de certains facteurs isotropiques ou la création qui a peut-être lieu même si la tumeur n'est pas une métastase. Le syndrome de carcinoïde dont vous avez déjà entendu parler, les rougeurs, etc., n'est pas commun et normalement on le voit seulement chez des patients qui ont des tumeurs métastases. Et elle est causée par cela. Et le syndrome carcinoïde atypique dû à une trop grande production de histamine, alors une rougeur généralisée, des œdèmes, de l'asthme, les paupières qui deviennent gonflées, les lèvres qui deviennent gonflées. C'est également très peu commun, mais ça peut avoir lieu chez des patients qui ont des tumeurs. Et l'acromégalie est également très peu commune et c'est dû donc à une sécrétion de l'hormone de la croissance. C'est présent dans la littérature, mais c'est plutôt rare. Eh bien, le diagnostic. Environ de 50 à 60% de ces tumeurs sont visibles dans une radiographie tout à fait normale, mais vous devriez quand même toujours avoir une tomodensitogrammie ou bien une imagerie par résonance parce que on doit chercher l'étendue de la tumeur, de même que des ganglions plus grands pour faciliter avec la chirurgie. On va en entendre parler bientôt également. La bronchoscopie plus une biopsie, les tumeurs sont peut-être périphérales. Les tumeurs centrales sont normalement accessibles à travers une bronchoscopie. Et on va en entendre parler également dans quelques minutes. Il y a eu un débat au sujet, pour savoir si c'est sécuritaire de faire des biopsies de ces tumeurs. Je n'ai pas mis d'autres genres de biopsies. Avant, je les avais mis, mais je crois que les biopsies transthémiques, c'est douteux à cause du risque qui peuvent mener à une mauvaise interprétation. Et plutôt, je crois que la tumeur devrait tout simplement être enlevée. Alors, que ce soit un scan ou non, il devrait être fait. Mon opinion, c'est que ça devrait définitivement être fait. Un test qui devrait être fait chez tous les patients parce qu'on veut savoir si la tumeur est positive dans le scan et donc si... Donc le scan est la méthode à utiliser pour faire le suivi chez ces patients. Et environ 2/3 de ces tumeurs peuvent être ostéroscannées. Donc c'est une méthode précieuse. Dans certains autres cas, des cas précis, bien précis, on peut utiliser la scintillotomographie avec le 5-HTP, particulièrement si vous avez un syndrome de Cushing où on ne peut pas trouver la tumeur primaire ou alors
il s'agit d'une maladie récurrente, d'une rechute ou des métastases très petites que la tomographie par scintillographie positronique peut détecter. Mais la méthode la plus sensible de détection demeure donc le PET scan. Au niveau de la biochimie, je crois qu'il faut vérifier pour la présence de la P-chromogranine A chez les patients. Non pas qu'elle soit particulièrement élevée chez plusieurs, mais si cette P-chromogranine est élevée, ça veut dire que la tumeur est déjà, c'est une indication que la tumeur est déjà métastasique, et donc vous devriez intensifier la recherche pour la maladie métastasique à l'extérieur du thorax. Je n'ai pas parlé du cortisol plasmique, et la raison, c'est que je ne crois pas qu'on devrait utiliser ça de manière routinière. Si vous suspectez de manière clinique que c'est le cas, si vous suspectez qu'il y ait présence du syndrome de Cushing, vous devriez vérifier le niveau de cortisol et d'autres indicateurs. Mais si vous ne suspectez rien du point de vue clinique, c'est une perte d'argent. Il y a d'autres procédures à entreprendre en lieu et place de ça. Voici un autre scan d'un carcinoïde typique du poumon. Vous pouvez voir ici alors juste là. Oh, pardon. Et voici une tomographie assistée par ordinateur, et on peut voir la tumeur en bas à gauche. Ça, c'est un scan par scintillographie de positron. Je m'excuse, là j'ai détruit la photo en refaisant Normalement, je vérifie. Le traitement de ces tumeurs consiste en une chirurgie, et on en parlera dans quelques minutes, la radiothérapie, la chimiothérapie, la biothérapie, l'embolisation du foie et le traitement symptomatique. Je vais m'arrêter ici, et maintenant, Dr. Sirois, est-ce que vous pouvez nous parler de la chirurgie qui est le seul traitement curatif disponible? Alors, je voulais dire merci aux organisateurs de cette réunion de m'avoir invité à faire une présentation. Je vais vous donner la perspective du chirurgien pour traiter les tumeurs endocrines du poumon ou des poumons. J'aime toujours commencer avec un peu d'histoire. La première personne qui a décrit des tumeurs carcinoïdes a été Léanec en 1830. Après lui, il y a environ 100 ans, un pathologiste allemand, Oberndorfer, a été le premier à utiliser le terme carcinoïde, qui était un mot forgé pour approximer le mot cancer. Alors, on n'est pas là pour débattre s'il s'agit d'un véritable cancer ou pas, la tumeur carcinoïde, mais on en arrive après ça à Gosset et Masson qui ont décrit l'aspect endocrine de ces tumeurs, et plus tard, Dramer a utilisé l'expression adénome des bronches pour différencier la tumeur maligne. Et voici Léanec qui a décrit la tumeur carcinoïde des bronches, et Feierter en 1938 a décrit le système des tumeurs neuroendocrines. Pierce, la PUD, et Perrigoni a décrit des tumeurs carcinoïdes non typiques. On vient de nous décrire cette tumeur comme étant rare, on ne voit pas ça souvent. C'est une tumeur
avec un comportement clinique relativement indolent, une différenciation neuroendocrine, et ce n'est pas un processus bénin. Il s'agit d'un cancer. J'espère que tout le monde réalise que ces tumeurs peuvent avoir des métastases. Le problème n'est pas dans cette salle. Il y a plusieurs médecins qui croient cependant que ces tumeurs sont bénignes. Et donc, quand je vois des patients qui me sont référés, je leur dis qu'il s'agit de cancer de faible niveau. Vous savez, les gens leur expliquent souvent, vous avez une tumeur bénigne, c'est pas grave. Il est très important que le patient comprenne au contraire que c'est un cancer, afin qu'il revienne pour un suivi après la chirurgie, parce que ces tumeurs peuvent toujours revenir. Ça représente 1 à 2% des tumeurs malignes des poumons, les carcinoïdes des bronches. 20 à 30%, ils représentent 20 à 30% de toutes les tumeurs carcinoïdes et sont la plus commune des tumeurs malignes chez l'enfant. L'incident augmente, mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est tout simplement parce qu'on a des tests qui sont plus sensibles pour le détecter. Il n'est pas clair que le tabagisme soit un facteur étiologique. Ça a été associé avec les multiples néoplasies endocrines, comme le docteur Feinberg vous l'a expliqué. Il y a différentes classifications. Il y a celle de l'OMS 1994 qui décrivait les tumeurs typiques neuroendocrines, et ensuite les atypiques, et ensuite les cancers du poumon des grandes cellules neuroendocrines qui peuvent éventuellement évoluer vers un véritable cancer du poumon ou le cancer des petites cellules du poumon. Je ne veux pas parler des deux dernières parce que le prognostic est plutôt désespérant, mais parlons des tumeurs carcinoïdes typiques et atypiques. On va passer par l'histologie. Voici ce à quoi ressemble une tumeur carcinoïde des bronches. Vous pouvez avoir une tumeur carcinoïde typique dans 5 à 20% des cas et atypique dans 30 à 70% des cas. La présentation, le Dr. Greenberg vous a déjà parlé des signes cliniques, souvent la toux, l'hémoptysie et une pneumonie au même endroit, par exemple dans le lobe droit inférieur. Ceci devrait être un drapeau rouge pour une tumeur carcinoïde. Dans ce moment-là, il faut faire une bronchoscopie ou vous pouvez avoir aussi un sifflement ou de l'asthme. Souvent, le patient est asymptomatique. En fait, près de 50% des patients sont asymptomatiques. La lésion a été prouvée lors d'un examen de routine radiologique. Le diagnostic est souvent mascarade sous forme d'une bronchite. Certains patients sont complètement asymptomatiques et on peut avoir aussi des symptômes hormonaux, mais c'est très rare. En fait, moins de 5% vont avoir des symptômes reliés à leur état hormonal. Vous pouvez voir la fréquence de localisation des tumeurs carcinoïdes dans le poumon. Il s'agit de séries différentes ici d'études concernant les tumeurs carcinoïdes. La plus grande série représente 140 patients en l'année 2000. Donc, on ne voit pas beaucoup de ces tumeurs. Peut-être vous en voyez passer 3 ou 4 par année. Le syndrome carcinoïde, je vais passer par-dessus parce qu'on en a parlé dans une autre présentation. C'est d'ailleurs un syndrome qui est très rare pour les tumeurs carcinoïdes du poumon. Une crise carcinoïde extrêmement rare aussi. On n'est pas obligé de donner des statines auparavant. Mais si ça arrive, on peut toujours donner une injection de préoïtide. Le syndrome de Cushing, très rare, 1 à 2% des cas des tumeurs carcinoïdes des bronches.
Si vous pouvez penser que le prognostic est pire, mais en fait, c'est la même chose. Il faut tenter d'éliminer chirurgicalement le diagnostic peut être mené grâce à des rayons X, des tomographies assistées par ordinateur, les IMR. Voici, ça c'est plutôt complexe, mais la plupart des fois où on identifie un nodule sur une radiographie, on peut ensuite faire une tomographie assistée par ordinateur. Il y a des anomalies détectées 75% du temps grâce à des rayons X. Ça peut être une opacité ronde ou ovoïde, une masse ou une lésion. La tomographie assistée par ordinateur nous permet de localiser la tumeur exactement, sa grosseur, l'étendue de la tumeur. On peut évidemment améliorer ça par une vascularisation, un produit d'opacité au rayon X. Encore une image de CT scan. En bronchoscopie, on trouve des tumeurs chez 3/4 des patients où on la suspecte. C'est une masse rouge, très lisse, et avec une grande surface d'attachement aux bronches. Ça veut dire qu'il y a de l'air qui rentre dans les poumons, mais il ne peut pas ressortir. Donc, on assiste à une hyperinflation, un hypergonflement du poumon. On pouvait dire auparavant qu'on avait une hémoptysie massive à l'autopsie, mais si on prend un tout petit morceau, et qu'on injecte une solution d'épinéphrine avant et après, il est très rare d'avoir une complication. Bien que, si la tumeur est si typique d'une tumeur carcinoïde, il n'est pas nécessaire d'avoir une biopsie. Enfin, c'est controversé. Moi, j'opère souvent des patients lorsque je vois l'apparence typique ou classique d'un tumeur. Voici, par exemple, au bronchoscope, une visualisation de carcinome typique. Ça peut être typique ou atypique, mais on essaie d'éliminer la tumeur, donc le traitement chirurgical, la résection chirurgicale est un objectif, et le traitement de choix. On peut faire aussi évidemment la résection grâce à un endoscope. Alors, la résection chirurgicale est le traitement de choix. C'est la seule véritable chance de guérison. Et l'objectif, c'est d'enlever la tumeur dans un seul morceau. On n'enlève pas ça un morceau à la fois. On résecte l'ensemble de la tumeur et on veut préserver autant que possible de poumons fonctionnels. Il faut conserver autant que possible du lobe. Évidemment, les types de résection, il y a la lobectomie, on peut faire une bronchoplastie, c'est-à-dire on coupe les branches et ensuite on recoue une fois la tumeur éliminée, ou alors une segmentectomie, c'est-à-dire le segment d'un lobe. On peut enlever une pointe, on peut faire une pneumonectomie, enlever tout le poumon, et la bronchotomie, c'est-à-dire on ouvre les branches, on enlève la tumeur. Vous pouvez voir le poumon gauche et droite, il y a différents segments. On peut enlever toutes sortes de combinaisons, un lobe complet ou une partie de lobe. Il faut être familier avec l'anatomie et ça dépend où se trouve la tumeur, évidemment. Alors, pour les tumeurs bronchocarcinoïdes, vous n'avez pas besoin d'une grande marge de résection, c'est-à-dire la distance de la coupe par rapport à la tumeur. Vous pouvez accepter une marge de résection de 5 mm, aussi petite que 5, parce qu'il n'y a pas de diffusion submucosale de la tumeur. On peut donc résecter très près sans avoir de résultats négatifs. On peut couper une partie du poumon et reconnecter une partie des bronches. On peut voir ici différents types de bronchoplastie où on peut rebrancher les bronches. Donc ça dépend, oui, évidemment, où je trouve la tumeur. Mais la chirurgie traditionnelle est
une lobectomie formelle. Il faut aussi savoir qu'il faut enlever tout le ganglion. Par exemple, dépendamment de l'étape de développement, si elle a fait des métastases ou pas, il faut enlever, même s'il y a des métastases, vous tentez d'enlever la plus grande partie possible du ganglion. Alors ici, on a 11% de pneumonectomie, la lobectomie, bilobectomie représente 59%, la segmentectomie un peu moins. La chirurgie peut être faite de manière classique par thoracotomie, conventionnelle ou limitée, ou alors par thoracoscopie, une thoracoscopie assistée par vidéo, ou alors de manière hybride avec une mini-thoracotomie avec un télescope. Voici une thoracotomie. On a une bonne ouverture. Il ne faut pas hésiter à faire une bonne incision il faut faire de la chirurgie oncologique curative. Si vous voulez enlever les ganglions, vous savez, il vaut mieux avoir une grande incision. On peut aussi utiliser un petit télescope, un thoracoscope qui est attaché à une caméra ici, et on peut faire une résection ici d'une partie du lobe, ou alors un simple triangle avec une toute petite incision. Mais le facteur de limitation, c'est la résection du ganglion. C'est très difficile d'éliminer un ganglion par thoracoscopie. Donc, on utilise à ce moment-là une technique hybride où on fait une petite incision, ça fait moins mal, mais ça nous permet de faire une bonne résection du ganglion. Lymphadenectomie est très importante. On peut faire de l'échantillonnage ou enlever tout le ganglion. Il y a différentes indications. C'est trop compliqué pour moi de m'étendre là-dessus ici aujourd'hui, mais on peut en faire une exhaustive comme ils font au Japon, mais habituellement on fait une résection complète du ganglion. Donc il faut enlever autant que possible de la maladie au niveau microscopique. Évidemment, c'est un peu complexe, la répartition des ganglions dans les poumons et les bronches. Les résultats, la mortalité est extrêmement faible. Au niveau de la lobectomie, c'est moins d'1%. En pneumonectomie, c'est 2 à 3%. Et pour la technique du wedge, c'est moins d'1%. Voici les chiffres en 2002. Et la mortalité était déjà en bas d'1% à ce moment-là. Pour conclure, on peut également faire une gestion endobronchique, c'est-à-dire avec un tube qui passe à travers le nez, qui descend. On appelle ça une bronchoscopie flexible ou rigide. On peut utiliser un laser de type YAG ou alors... mais c'est controversé. Il y en a qui ne considèrent pas ça comme un vrai traitement curatif. Mais nous avons utilisé cette approche pour quelqu'un qui ne présentait pas bien comme candidat à une chirurgie et qu'on voulait tout simplement utiliser ceci comme traitement palliatif pour empêcher le saignement, enfin mettre fin au saignement qui existait ou l'hémoptysie par exemple, un patient métastasique, ou pour fournir un soulagement temporaire d'une obstruction avant une chirurgie définitive. On peut ouvrir la bronche ici, s'occuper de l'infection et un an plus tard, on peut retourner pour enlever la tumeur. Le prognostic est très bon, mais c'est le docteur Windrow qui va vous en parler. Merci, Dr. Sirois. Je dois dire que je suis parfaitement d'accord avec vos considérations thérapeutiques concernant la chirurgie. Je suis content que vous avez parlé de la résection très importante des ganglions avoisinants et que le traitement par les voies bronchiques est rarement curatif. Bon, lorsque la chirurgie n'est pas suffisante, lorsqu'il y a présence de métastases, on peut avoir recours à la radiothérapie ou bien de manière conventionnelle contre les tumeurs métastasiques des os et du cerveau,
ou sur la zone de la tumeur directement lorsque la chirurgie n'est pas possible chez des patients très malades ou lorsqu'il y a eu résection incomplète, lorsque les marges de résection sont affectées par la tumeur et que les chirurgiens ne veulent pas retourner dans la cage thoracique, ou aussi dans les cas de carcinoïdes atypiques avec métastase dans les ganglions. Des thérapies de radiation ciblées avec du 170 lithium et aussi de l'yttrium, peuvent être utilisées. Les biothérapies, encore une fois, je dois mentionner l'alpha-interféron, ou bien sous forme sous sa forme commune ou sous sa forme PEG interféron alpha 50 à 100 microgrammes par semaine. On ajuste la dose selon la tolérance du patient et le compte de lymphocytes. L'octréotide, les lentes réotides, on les combine de préférence avec l'interféron ou pour les tumeurs à bas taux de prolifération si le patient ne tolère pas bien l'alpha-interféron. Voici par exemple un rapport que j'ai rédigé en 2001. Il y avait des patients qui avaient une maladie qui progressait, mais d'autres qui étaient plutôt stables. Et on a vu des patients très bien réagir à l'alpha-interféron. Une autre étude en Italie qui rapportait que les 2/3 sur la sandostatine et l'enréotide se voyaient stabiliser. Vous voyez leur état se stabiliser. La chimiothérapie est également considérée comme une alternative chez les patients qui ont des carcinoïdes pulmonaires. On peut utiliser la temozolomide. D'autres alternatives sont le streptozotocin avec le doxorubicin, le cyplastin, carboplatin, est utilisé pour des patients avec plus d'un type de tumeur. Une étude ici par Keblad en 2007 dans notre institution où un tiers des patients avec des carcinoïdes pulmonaires ont réagi à 31%. Un autre a vu sa maladie, 4 autres ont vu leur maladie se stabiliser et 70% de ces patients se sont stabilisés. Ce sont des chiffres assez impressionnants. Mon rapport original des 31 patients, on a eu 27 patients typiques et 4 atypiques là, qui ont réagi à des combinaisons différentes de chimiothérapie. Vous pouvez ici une autre publication où on peut constater que très peu de patients réagissaient à la chimiothérapie avec une chimiothérapie basée sur un composé de platine. Et il y a 2 ans, un résumé d'une étude où on mentionnait que 34 patients avec des métastases carcinoïdes atypiques avaient été traités avec le streptozocin et le cisplatin. Et on peut voir que c'est inconséquent, que c'est pas conséquent avec nos propres résultats. Il y a eu moins de patients qui ont réagi à la thérapie basée sur des composés au platine. Et moins de patients aussi qui ont réagi à la chimiothérapie de 2e ligne. Ici aussi, encore une fois la même étude par Also, 28 patients avec des carcinoïdes du poumon métastatiques. Et on peut voir qu'il y a eu quelques patients qui ont réagi positivement à la chimiothérapie, surtout avec le Zelox et l'oxylplatine et le... Lorsqu'on considère de donner une chimiothérapie à ces patients, il faut
considérer les différentes analogues des statines, par exemple l'interféron a beaucoup d'effets secondaires, mais dans notre expérience, la plupart des patients le tolèrent plutôt bien. La chimiothérapie, excusez. Alors la chimiothérapie, dépendamment du produit qui est administré, peut causer du vomissement, de l'asthénie, de la neutropénie, aussi thrombopénie. Vous devez vous savoir que la monothérapie avec la thalidomide se sente plutôt bien. Il y a la toxicité qui cause de la neutropénie et de la ludota octréotate, la thérapie au ludota. On doit faire un suivi de la condition de la moelle osseuse et donc l'administration est de 3 à 6 traitements à l'intérieur d'une période de 6 à 8 semaines, dans des intervaux de 6 à 8 semaines. Et la dose maximum est de 7,15 gigabecquerels. Certains rapports d'un groupe danois parlent que 5 patients sur 9 ont une réaction partielle, 2 à une réponse complète et le temps de progression était étendu à 31 mois en moyenne. On a traité 8 patients, nous, avec cet élément radioactif et on a eu une réaction partielle chez 2 réactions mineures et 4 ont progressé. Et il y a des patients qu'on n'a pas été en mesure d'évaluer. La qualité de vie est importante aussi et dépendamment de l'agent utilisé, l'interféron, les analogues de somatostatine améliorent la qualité de vie, ainsi que les patients sur la cétosocine et le 5-FU. Mais le cisplatine, la carboplatine et le taxel sont très toxiques. Et avec le lysétium, les patients se sentent très bien, habituellement mieux qu'avant l'initiation de la thérapie, le début de la thérapie. Le syndrome de Cushing, dans ces cas-là, on utilise le mithérapone, le kétoconazole et le créotide. On utilise aussi des bloqueurs des récepteurs H1 et H2, des stéroïdes et de l'octréotide pour le syndrome carcinoïde. Et parfois aussi de l'interféron. Les nouvelles thérapies utilisent des inhibiteurs de la tyrosine kinase, le gefitinib, l'erlotinib, le sorafenib, le sunibitinib, le vadetanib, les inhibiteurs de l'angiogénèse, aussi le bevacizumab, s'ils sont des médicaments expérimentaux. Un résumé ici du traitement des carcinoïdes du poumon. Les patients avec des taux de prolifération bas devaient entreprendre une biothérapie à l'interféron ou aux analogues de somatostatine. On peut considérer aussi la chimiothérapie sans interféron, le temozolomide, le STZ et le 5-FU, ou alors une thérapie aux radionucléotides. Pour les cas à prolifération intermédiaire, la chimiothérapie de temozolomide, le STZ et le DOX, ainsi que des éléments radioactifs. Et on peut utiliser aussi des chimiothérapies à base de composés aux platines, le cisplatine, et les traitements expérimentaux considèrent l'utilisation des tyrosine kinases et des inhibiteurs de l'angiogénèse. Habituellement, le prognostic est bon. À 5 ans, le taux de survie des patients est presque de 100% pour ceux qui ont des carcinoïdes typiques ou même guéris. Dans le cas du recours à la chirurgie, vous faites un bon travail. Et le taux de survie est beaucoup moins chez ceux qui ont un carcinoïde atypique, mais il y en a beaucoup.
qui sont guéris par la chirurgie ça, également. Et la survie à 10 ans est également très bonne pour les patients avec un carcinoïde typique. Les choses qui regardent moins bien au niveau du prognostic sont les carcinoïdes atypiques, comme je le disais, les métastases, la présence de métastases au moment du diagnostic dans les ganglions et un index élevé de KI à 67 ans. Voici un patient avec un carcinoïde atypique. Vous voyez la membrane, vous voyez ici que le carcinoïde n'est pas revenu après examen au microscope finalement des recommandations concernant les carcinoïdes des poumons. Dans la manière de gérer ces patients, il faut analyser le taux de plasma de la chromogranine A avant l'opération, de faire un octréoscan avant l'opération. Ensuite, la chirurgie radicale sur la tumeur primaire, on en a entendu parler. Ensuite, ne pas oublier les métastases dans les ganglions et aussi les CD44 et les KI. Il faut suivre ces patients à long terme. Les rechutes à 10 ans peuvent se produire, donc un suivi à long terme est obligatoire. Et il faut faire attention à l'index élevé de la KI 67 et la présence de métastases au moment du diagnostic initial. Les carcinoïdes typiques, la chirurgie radicale avec un suivi à long terme. Pour les carcinoïdes atypiques, chirurgie radicale, on peut aussi, chez ces patients, faire une lombectomie complète. J'espère que vous êtes d'accord. Et considérer aussi l'utilisation de radiothérapie si la chirurgie n'a pas été suffisamment radicale et si la chirurgie n'a pas été, en tout cas comme je l'ai dit, de la chimiothérapie également, mais on n'a pas de données sur les chimiothérapies avec adjuvant chez ces patients et on devrait faire un suivi rapproché pendant plus de 10 ans. J'aimerais remercier les membres de mon département, Barbara Erickson, Kjell Oberg, Ulrike Garcia, Cecilia et le département de radiologie aussi, Sundini Neumann. Et voici notre hôpital. Merci.